Bonjour et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Quoi de neuf à Boca où nous allons découvrir ensemble toute l'actualité autour du projet Starship Super Heavy de SpaceX. Et à la une, la constellation Starlink sera une catastrophe écologique, des problèmes moteurs touchent S24 et B7, tandis que le site de lancement va s'agrandir. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Tout d'abord, du côté des essais, en ce qui concerne le Ship 24 ou S24, le mercredi 31 août, les équipes de SpaceX ont procédé au remplissage du prototype dans l'optique de lui faire passer une mise à feu statique. Néanmoins, la tentative a été avortée une nouvelle fois. Par contre, en fin de semaine dès vendredi, nous avons pu voir le retrait du Raptor destiné à la poussée dans le vide spatial SN65, puis à son remplacement par le Raptor Vacuum SN115 le samedi 3 septembre. Après l'extraction de SN65, nous avons pu voir qu'un tuyau de méthane a subi des dégâts, ce qui pourrait expliquer que l'interruption de la tentative de mise à feu a dû être enclenchée après l'apparition d'une potentielle alerte signalant une fuite. Maintenant, il y a deux options, soit un projectile est venu endommager le moteur, soit lors du dernier essai de Spin Prime, la section a rompu et si c'est le cas, eh bien cela reste plutôt inquiétant pour la durabilité des Raptors. Et pendant ce temps, du côté du prototype de Super Heavy B7, le mercredi 31 août, SpaceX a procédé à un allumage statique à 3 Raptors sur le booster 7. Néanmoins, comme nous pouvons le voir, un des 3 Raptors ne s'est pas allumé. Puis le lendemain, les équipes ont retiré le moteur défaillant, étant un Raptor central portant le numéro de série 76, à noter qu'un moteur de rechange a été installé. Ainsi, face à ces problèmes moteurs, SpaceX prend globalement du retard dans sa campagne d'essai, et en soi l'objectif aujourd'hui, c'est de tout tester pour que les failles potentielles se manifestent avant le vol orbital pour optimiser au maximum les chances de réussite. Par ailleurs, le petit réservoir d'essai B7.1 a lui passé un test de pressurisation cryogénique le 1er septembre. Par conséquent, nous pouvons voir qu'une petite section supplémentaire a été ajoutée, et lorsqu'on regarde des images capturées sur le site de production, on remarque notamment que des petits pics sont présents sur la couronne du réservoir. Maintenant, d'autres modifications ont été faites, mais ces picots permettraient certainement de renforcer la liaison entre le can crusher, donc la structure d'essai, et le réservoir pour tenter d'amener le prototype jusqu'à éclatement lors des futurs tests. Pour conclure ce chapitre sur les essais, entre le 6 et le 7 septembre, un nouveau test a eu lieu sur B7.1, et les tests pourraient continuer ce mercredi, jeudi et vendredi pour reprendre ensuite la semaine prochaine dès lundi. Sur un autre point, sur le site de lancement, à l'écart des pads suborbitaux, des opérations de terrassement ont débuté, ce qui pourrait indiquer que la construction de la seconde tour de lancement du second pad orbital et de toutes les infrastructures additionnelles devrait débuter officiellement très prochainement. Dans cette autre partie, sur le site de production, nous remarquons que le bâtiment Star Factory est presque fermé, tandis que l'aménagement de l'intérieur est également en cours. De plus, au niveau du site Sanchez, une nouvelle dalle et des socles sortent de terre pour accueillir 2 citernes de stockage d'ergols. Par contre, du côté de la production des prototypes, l'activité est restée plutôt faible. Premièrement, nous avons vu l'installation d'extensions aérodynamiques sur la partie inférieure du booster 8. Puis deuxièmement, RGV a pu capturer ce qui pourrait être une nouvelle section mid-LOX de S26 ainsi qu'une jupe. Alors maintenant, vous allez me demander, Matt, pourquoi S26 a une nouvelle section mid-LOX alors qu'il en a déjà une ? Eh bien, comme vous le savez, S26 et S27 n'auront pas de bouclier thermique, ni d'aileron. Ainsi, peut-être que SpaceX préfère mettre de côté les sections de S26, qui comportent des composants de protection thermique, pour un autre prototype, et utiliser par la suite des sections toutes neuves, sans attache ni bouclier, ce qui permettrait en soi de ne pas perdre de temps dans une opération de retrait de toutes les tuiles ou de toutes les mousses. De plus, du côté des sections des coiffes, ou aussi nommées Payload Bay, la section de S27 pourrait être assignée à S26 au final. En effet, l'activité n'a pas l'air de bouger du côté du Payload Bay de S26, tandis que celle de S27 a reçu une partie du tuyau de descente du réservoir d'atterrissage de LOX, se situant sous le nez du véhicule. Ainsi, le statut de S27 pourrait radicalement être réinitialisé si SpaceX décide finalement d'utiliser les sections vierges de S27 pour S26. Bref, hormis cette affaire autour de la production, il est l'heure pour nous d'aborder le sujet de Cap Canaveral. Bon, on ne va pas se rendre directement en Floride vu que les lancements de Falcon 9 ont perturbé le chantier du pas de tir du Starship, mais on va rester au Texas, au port de Brownsville. Le remorqueur Bayou Bandit est arrivé. Mais alors que fait-il ici ? Eh bien, il devrait tracter une barge pour livrer des citernes ou d'autres composants à Cap Canaveral, quelque chose qu'il a déjà fait auparavant. Pour conclure notre voyage au Texas, à McGregor, le Raptor V2 SN144 a été testé jusqu'à destruction. L'objectif de ce test était tout simplement de déterminer la pression maximale que la chambre de combustion de cette nouvelle génération de moteurs peut supporter. Pour rappel, plus la pression est élevée dans la chambre de combustion, plus le moteur est performant.
Alors que SpaceX a effectué 59 lancements Starlink au total et tire des Falcon 9 déployant des Starlink chaque semaine, l'astronome Ronald Dremel se préoccupe énormément de l'impact environnemental de Starlink. En effet, en suivant son raisonnement sur la masse, 250 lancements de Starship sont nécessaires sur 5 ans pour que SpaceX atteigne son objectif de déploiement en partant du principe que le véhicule de SpaceX pourra déployer 125 satellites par lancement d'une masse de 1,25 tonnes par unité. Ainsi, en cherchant sur le web, une mission du lanceur Starship Super Heavy représenterait une émission de 2683 tonnes de CO2, soit au total on parlerait de 670 750 tonnes de CO2 pour le déploiement complet de cette seconde génération de Starlink. Sauf que finalement ce n'est pas forcément vrai. Bon, comme d'habitude vous me connaissez, j'ai tenté de plus approfondir cela et de vérifier de mon côté cette histoire. Bon, si nous partons du fait que le plan est de déployer 30 000 satellites Starlink V2 en moins de 5 ans, vu que la durée de vie des satellites actuellement en orbite se situe entre 5 et 7 ans, SpaceX devra procéder à 527 tirs au total via Starship. En effet, si nous regardons bien la vidéo du déploiement des Starlink V2 via ce système de dispenser, on note que 57 satellites peuvent être déployés. Alors il est vrai que c'est juste une vidéo d'illustration, mais nous savons que la masse et la taille des Starlink V2 seront bien plus supérieurs à ceux des premières générations. Et d'ailleurs, ces paramètres rendent aujourd'hui Falcon 9 inintéressant pour le déploiement massif des V2. Donc finalement, pour le moment, ce scénario est probable. Néanmoins, d'une autre part, nous savons que l'un des défauts du Starship aujourd'hui, c'est la forme de sa coiffe. Pour des satellites comme les nouveaux Starlink d'une longueur de 7 mètres, la limite de charge devrait se fixer au sommet de la section de la coiffe, vu qu'en passant au-dessus, la largeur se rétrécit suite à la présence d'un nez qui reste plutôt pointu. Mais selon nos connaissances, nous savons que la hauteur d'un anneau d'inox du Starship est d'1,60 m, et on sait également que le payload bay est composé de 5 anneaux représentant une hauteur totale de 8 mètres. De plus, les Starlink V1 possédant la visière pliée, vu que je pars du principe que sur 30 000 satellites, ils ne vont pas s'amuser à retirer le seul dispositif qui limite finalement la luminosité des satellites, ils affichent quand même une épaisseur d'environ 20 cm, et ainsi, vu que les V2 sont 2,19 fois plus longs que les V1, en prenant tout de même une marge d'erreur, on pourrait viser une épaisseur multipliée par 1,5, ce qui nous donnerait une épaisseur de 30 cm grossièrement. Par conséquent, vu que l'on connaît la hauteur du payload bay, le Starship pourrait accueillir, selon mes calculs, 2 colonnes constituées de 26 Starlink, donc on parle de 52 satellites au total. Donc en admettant une marge d'erreur de mon côté, on voit quand même que mon résultat se rapproche pas mal de la vidéo de SpaceX et de leurs 57 satellites par lancement. Du coup, si 527 lancements de Starship Super Heavy sont nécessaires pour déployer 30 000 sats de seconde génération, on obtient un total de plus d'1,4 million de CO2 émis, ce qui reste bien évidemment en dessous des émissions annuelles d'un pays comme la France. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cet impact concerne seulement le déploiement de base des 30 000 satellites, et il exclut toutes les autres missions de maintenance de la constellation, vu la durabilité des satellites. En outre, d'une part, Starlink peut apporter Internet de partout dans le monde à ceux qui ont les moyens. D'une autre, est-ce que le rôle de la constellation va compenser son impact environnemental au même titre qu'un satellite scientifique, surtout que le développement global de toutes ces méga constellations perturbe les observations spatiales au sol tout en augmentant le risque d'accident en orbite dû à des collisions avec des débris ou d'autres satellites notamment. De plus, ces grosses constellations vont même rendre l'orbite presque inaccessible, et à titre indicatif, la fenêtre de lancement de 2 heures du 2 septembre pour SLS rencontrait une quarantaine de coupures suite au passage de satellites internet, mais également de débris. Cela étant dit, sur un autre point, il est vrai que les opérateurs terrestres traditionnels émettent eux aussi des gaz à effet de serre, mais cela dépend principalement de la manière de produire l'électricité qui alimente les installations. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, à me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathieu Mars, allez bye.